Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mercredi 26 janvier 2022. Avant de débuter cette émission, comme d'habitude, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc aujourd'hui, c'est jour de Fed, principal catalyseur de la semaine avec les résultats des entreprises. On a quand même eu depuis début janvier des marchés turbulents et de la nervosité aussi. À cela s'ajoutent les tensions géopolitiques et donc espérons que la Fed calme le jeu ce soir lors des annonces de décisions de politique monétaire à partir de 20 h. Globalement, hier, Wall Street, encore une fois plombé par le recul des grandes valeurs technologiques, sur fond d'incertitude sur la teneur des décisions de la Réserve fédérale américaine et des tensions géopolitiques croissantes. Donc, globalement, les principaux indices ont connu quand même une séance en dents de scie. Ce matin, on a un très beau rebond sur les futurs US et notamment en Europe. Néanmoins, le S&P a de nouveau flirté quand même avec la fameuse zone de correction, comme je vous le disais hier, soit une baisse de 10% ou plus par rapport à son record de clôture du 3 janvier, donc 10% ou plus correction, 20% bear market, 40%, 50% crack boursier. Donc la Fed, elle a débuté sa réunion de 2 jours de politique monétaire, à l'issue de laquelle elle publiera ce soir un communiqué très attendu par les investisseurs, désireux justement de connaître précisément la feuille de route, s'agissant de la hausse des taux d'intérêt justement pour lutter contre l'inflation. Donc là, Jérôme Powell est vraiment attendu au tournant et, comme je vous le disais hier, il a vraiment intérêt à annoncer une feuille de route claire, précise, avec des mesures, je dirais pas trop agressives non plus, car le marché est très tendu, volatilité assez élevée, et c'est qui tout double. Soit le marché salue vraiment les mesures prises par Powell, feuille de route précise, claire, nette. Dans ce cas-là, puissant, on poursuit le rebond. Sinon, panique à bord et poursuite de la baisse. Donc là, vraiment, un catalyseur clé à surveiller ce soir qui nous permettra de savoir si on a fait un point bas derrière nous. Derrière, je vous ferai aussi un petit point dans la partie macro concernant le VIX et potentiellement les creux de marché. En marge de la flambée des prix, on a les tensions géopolitiques qui s'ajoutent aux incertitudes. Comme vous le savez, l'OTAN a envoyé des renforts militaires sur son flanc oriental et les États-Unis ont mis en alerte des milliers de soldats dans l'hypothèse d'un déploiement en Europe de l'Est en cas d'offensive de la Russie contre l'Ukraine. Et la situation fait craindre une pénurie d'approvisionnement en pétrole et alimente aussi la hausse des prix du brut, ce qui a quand même contribué hier au gain du secteur énergétique, qui a quand même connu la plus forte hausse parmi les secteurs majeurs du S&P 500. Maintenant en Europe, ce matin, net rebond, rebond technique, difficile encore d'affirmer si une reprise haussière, dans l'attente de la Fed. Pour l'instant, on prend quasiment plus de 2% avant les décisions de politique monétaire de la Fed qui sont attendues dans la soirée, avec à 20 h les décisions prises à l'issue de la réunion de 2 jours du FOMC et à 20 h 30, on aura le discours. Donc, les enjeux clés, ça reste l'inflation et la réduction du bilan de la Banque centrale. C'est quand même les préoccupations majeures actuellement des investisseurs. Donc, espérons que Jérôme Powell soit vraiment très clair sur la feuille de route et les décisions derrière qu'il va prendre pour justement juguler l'inflation galopante. La nervosité devrait néanmoins rester de mise sur les marchés financiers avant l'issue de la réunion de la Fed, alors que les tensions restent fortes autour de l'Ukraine, toujours. Néanmoins, pareil, on pourrait apaiser les tensions avec 2 nouvelles discussions entre conseillers politiques de la Russie, de l'Ukraine, de la France et de l'Allemagne qui auront lieu justement aujourd'hui à Paris. Donc pareil, si on apaise les tensions Ukraine-Russie,
Jérôme Powell n'est pas trop hawkish ou n'est pas trop agressif et donne de la visibilité, ça va forcément permettre au marché de rebondir et de reprendre un peu de la hauteur après une baisse entre 8 et 15%, notamment pour le Nasdaq. Dans la partie macro, donc justement ici c'est le VIX. Je vous disais que le VIX était très élevé, mais pour moi on est sur un niveau clé, dans le sens où la zone des 30, c'est un niveau intermédiaire. Ça montre quand même qu'il y a de la peur, de l'incertitude, des craintes. Au-dessus de 40, là, ça pue généralement. Ça commence à devenir, enfin, ça suggère un marché dangereux, voire un début de crack, comme ce fut le cas ici. Quand on est passé au-dessus des 40, on a accéléré en mars 2020, on est allé chercher les plus de 85. Et globalement, plusieurs fois dans l'année, on se fait des petites frayeurs. Vous voyez, on fait des spikes aux alentours de 30-40, comme ici, une nouvelle fois ici, là. Donc là, c'est une zone chaude. Voilà. Si on franchit cette zone, honnêtement, il faut commencer à s'inquiéter, mais c'est une zone intermédiaire. Et globalement, c'est une zone qui nous donne quand même des creux de marché à chaque fois. Vous voyez, on constate ici, lorsque le VIX tape la zone des 40 ou un peu plus au-dessus, donc c'était juste ici, hop, c'était sur un creux de marché. Derrière, on a fait un double creux, c'est reparti. Ici, on s'était stabilisé, bon, on était quand même retombé. Là, une nouvelle fois, 40, creux de marché parfait, c'était reparti. Pareil ici, entre 30 et 40, creux de marché, ça repart. De nouveau ici, pareil. Et en fait, à chaque fois que le VIX entre dans cette zone et que derrière ça retombe, eh bien vous voyez, hop, de nouveau un creux de marché. Ce fut la même chose début décembre. On était entre 30 et 40. Hop, creux de marché, le marché est reparti. Et là, potentiellement, je me dis, si la Fed ne fait pas de bêtises, on a un creux de marché. Comme je vous le disais, la baisse pourrait se poursuivre, peut-être, mais le marché américain et l'Europe, quand on a une chute de 8 à 10%, rebondit. Je vous disais hier, en Europe, ça rebondit entre 30 et 50%, alors qu'aux US, ça peut rebondir entre 50 et 61,8. Et là, actuellement, quand je vois la dynamique qu'on est en train de prendre sur les futurs, pareil en Europe, on est en train de rebondir. Le Dow Jones a retracé 38,2 et l'Europe, pareil. Donc, à court terme, potentiellement un creux de marché. Reste à savoir maintenant les décisions de Powell, mais je me dis que c'est peut-être un peu tôt, ou un peu tard plutôt, maintenant pour penser à vendre, étant donné que le marché pourrait rebondir. Dans ce cas-là, il faudrait attendre un retracement sur les niveaux clés qu'on a vu hier, 33, 50 ou 61,8 en fonction de l'indice, voir comment se comporte le marché et pourquoi pas, si ça doit retomber et corriger de nouveau, eh bien vendre à ce moment-là. Mais là, on fera le point dans la partie technique. On avait quand même eu deux belles mèches basses hier sur le Dow Jones. Là, on est en train de faire un avalement. On prend plus de 2% en Europe. Donc, on est quand même sur un flux haussier, rebond technique pour l'instant. Et attendons de voir les décisions de Jérôme Powell. Mais là, quand je vois l'état du VIX, eh bien effectivement, de nouveau, comme précédemment, on est en train de former un creux de marché. Ici, c'est le gold par rapport au S&P 500, surperformance du gold, très clairement, après une année 2021 catastrophique, l'année 2022 commence globalement bien pour le gold, qui joue son rôle de valeur refuge comparé au Bitcoin. Certains estiment que le BTC est un actif de valeur refuge, clairement pas. Le BTC actuellement est quand même corrélé très fortement au Nasdaq. Le BTC perd depuis son point haut à 66 000 $, plus de 50%, alors que le gold s'est soit stabilisé, soit depuis le début de l'année a quand même gagné 2%. Les marchés, vous voyez ici, on est quasiment en clôture, on a fait de la mèche sur le S&P, mais on est entré en territoire de correction, actuellement moins 9, et un gold à plus 2. Donc là, pareil, il faut chercher ce genre d'actifs en plein marasme boursier. Un gold qui surperforme quand même, malgré la hausse des taux, malgré un dollar qui progresse, ce qui montre que si les taux commencent à se dégonfler et le dollar, pareil, à céder un peu du terrain,
le gold, je pense, est vraiment à 2 doigts d'exploser. Donc vraiment une très belle surperformance du gold, comme toujours. On est venu faire le TP1 pour celles et ceux qui étaient en place dans le plan de trading sur le gold. On est venu faire notre TP1 à 1950, on fera le suivi derrière dans la partie technique, mais voilà très clairement un actif de refuge, des marchés qui chutent, qui perdent 10%, et un gold, je trouve, qui est plutôt solide, très clairement, résiste plutôt bien, et pourrait continuer même cette fameuse ascension, enfin cette reprise haussière qu'il a entamée depuis maintenant quelques semaines. C'est vrai qu'on avait une reprise un peu fragile, mais ça se présente plutôt bien pour cet actif. Tout de suite, la partie technique avec notre bon vieux CAC 40. Alors, niveau clé atteint, 38,2, belle hausse sur le CAC. Est-ce un rebond technique ou une fin de baisse? Difficile à dire. Je vous disais hier quand même qu'on était un peu dans une zone de neutralité ici. Si on cassait les 6900, je visais les 7000 points. Car après une baisse de 10%, les marchés retracent tout le temps. Maintenant, jusqu'où, je ne sais pas. Si vous étiez à l'achat suite un peu à cette divergence 15 minutes qu'on avait eue, j'avais même pas vu, mais on avait alors, elle était sur les futurs sûrement cette divergence. Là, on avait quand même un très beau double creux, donc peut-être que certains d'entre vous l'ont payé à l'ouverture. Donc, plutôt sur le cash. La divergence, elle était ici, 15 minutes, effectivement. Pour l'instant, je ne vendrai pas ce marché. On a une belle hausse qui est en train de se matérialiser. Je vais retourner sur le cash. Là, je vais regarder. Je pense qu'on pourrait aller chercher un peu plus haut. Et espérons qu'on ne fasse pas une épaule tête épaule. Mais on est quand même sur une séance flux des opérateurs qui payent le marché juste avant la Fed. C'est assez audacieux de leur part, globalement. Mais peut-être qu'on s'est fait une frayeur, qu'on est allé trop bas, trop vite, et qu'on a paniqué, qu'il y a eu un mouvement de panique, et que finalement les investisseurs retrouvent un peu leurs esprits et se disent on est peut-être allé un peu fort, retrouvons un juste milieu. En tout cas, pour l'instant, sur le CAC, on a même réintégré notre canal baissier, vous voyez, notre canal haussier, mais on a réintégré la borne basse. Ici, on avait la cassure, c'était ça qui me dérangeait très clairement. C'est pour ça que je vous disais, si on réintègre le canal et qu'on casse les 6009, alors oui, je viserai les 7000. Donc là, objectif atteint. Honnêtement, pas de plan de trading aujourd'hui, pas juste avant la fête, que ce soit sur toutes les classes d'actifs. On est sur un niveau clé, 38,2. On peut très bien aller chercher les 50. Et effectivement, quand je me mets en données 4 heures, je vois pas pour l'instant d'éléments qui bloqueraient ce scénario. Et on a un beau niveau à aller chercher à 50%. Voilà. Pour l'heure, ça tient. Pas de bougie de retournement. Guettez quand même. Ici, on est sur un niveau clé. Je vous disais, l'Europe, elle, rebondit. Si on est sur un rebond technique, effectivement, ça doit retomber. Je vous disais que l'Europe rebondit 38,2, au mieux 50. Rare les 61,8. Si on fait 61,8, ça veut dire fin de la baisse et reprise haussière. Donc là, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de surveiller ce palier et ce palier. Si sur ce palier, on a un chantier de retournement, pourquoi pas tenter une vente avec un stop loss au-dessus pour retourner sur les 23,6 et combler le gap. Sinon, on attendra les 50%. Et pour l'heure, quand je me mets en données horaires, effectivement, il y a la MM50 qui arrive.
pourrait faire obstacle, je le reconnais, mais je n'ai pas de chandelier de retournement. Donc, il faudra encore patienter, voir cet après-midi à 15h30 comment les US réagissent, mais on est sur un niveau clé. Donc, si ça casse, pas grave, on attendra les 50% pour viser un retracement. Sinon, si la MM50 là, d'ici les prochaines heures, hop, continue de baisser, qu'on stabilise, qu'on ait une belle bougie, un break baissier horaire, dans ce cas-là, pourquoi pas tenter une vente, stop loss au-dessus de la MM50 et viser un petit retracement. Mais on est quand même dans une séance assez flue et directionnelle sur ce marché. Et faites attention, encore une fois, juste avant la Fed, ne soyez pas exposés à 100% sur le marché. Même constat très clairement pour le DAX. Ici, lui, il a tapé son milieu de range. Donc, c'était un objectif que je vous disais. On est sur un range daily. Le milieu de range, c'était les 15 500 à peu près. Si on se met un petit Fibo, on a retracé les 38,2. Encore une fois, comme sur le CAC. On tente de les breaker en données horaires. On est dans une zone. Donc là, très clairement, je ne m'amuserai pas à payer le DAX ici. Si vous étiez à l'achat là, eh bien, tant mieux. Payez-vous surtout. Vous voyez qu'en données daily, on est vraiment dans un beau range et on a atteint un premier palier pour moi. Donc, grosse zone vers 15 540, 15 475. Pour l'heure, je ne tenterai pas un achat. Pour moi, plutôt une prise de bénéfice pour celles et ceux qui ont été qui ont eu le courage de payer ici. On est sur un niveau à 38,2, même stratégique sur le CAC. Si on a de la force et suffisamment de punch pour aller chercher les 50, eh bien, on attendra le niveau des 50 pour de nouveau viser un retracement. Voilà, vous mettez votre Fibo. Je vais l'aligner plus loin que le range pour que ce soit clair. Mais là, on a vraiment un marché, je trouve, qui est réglé comme du papier à musique. Si on casse la zone, on visera les 50, voire les 61 pips. Et pour l'heure, pas de signal de retournement, donc je ne tenterai pas une vente maintenant. Mais si on a un beau break baissier horaire, alors pourquoi pas tenter une petite vente avec un stop loss au-dessus. Néanmoins, juste avant la Fed, ne soyez pas, encore une fois, surexposé au marché. Le Dow Jones. Bonne tenue du Dow Jones, encore une fois, je trouve. Ces mèches basses ici sont vraiment très intéressantes. Je vais enlever l'Ishimoku parce que là, il ne me sert pas à grand chose. Je trouve que les niveaux de Fibo sont vraiment 100 fois plus pertinents. Vous voyez, le point haut, il a été fait sur le 38,2. On a vraiment un marché qui est réglé sur les Fibo. Dans les chutes comme ça, les Fibo sont d'une aide vraiment très très précieuse pour intervenir, prendre des bénéfices. Donc là, avec le VIX, comme je vous le disais, vous voyez qu'on a potentiellement fait un creux de marché. Le VIX est entre les 30-40, le marché se reprend, place au rebond. Et si rebond, les US ont tendance à aller chercher 50 ou 61,8, quand l'Europe cale sur 50 ou 30. Maintenant, toute la difficulté réside dans savoir jusqu'où peut aller le rebond. Et ça, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal. Mais en tout cas, je m'attends à un rebond. Donc, on a déjà fait un premier palier. Les US en ont sous le coude, généralement. Ils seront vraiment capables, pour moi, d'aller chercher les 50%. Ici. Voilà, c'est vraiment une zone que je vise. 35 000, 35 100 pour l'instant. En données 4 heures, on a quand même eu un bel avalement 4 heures ici sur le cash. Il a tenu. Il est toujours bon cet avalement. Donc effectivement, viser 50%, ça ne me paraît pas déconnant, très clairement. Ensuite, deuxièmement, j'aime beaucoup la configuration, mais ça peut très vite retomber avec Jérôme Powell. Mais dans l'état des choses actuelles, vous voyez que sur les futurs, on a un
très joli avalement. Et j'aime beaucoup cette configuration de mèche basse pour qui montre vraiment un assèchement des vendeurs. Pareil ici, ça tient. Gap baissier, avalement haussier. Donc là, pareil, à confirmer sur clôture. Donc, après le discours de Powell, effectivement, si ça retombe, je me montrerai plus prudent. Mais si on clôture sur un avalement haussier, je garde mon scénario de rebond de 50% dans un premier temps, et plus si affinité, à savoir 61,8. Mais là, pour moi, on a une belle configuration. En tout cas, j'aime beaucoup ces mèches basses, un VIX qui a fait un point haut, qui commence à retomber, un avalement haussier. Bon, voilà, comme je vous le disais encore une fois, hein, j'ai pas de boule de cristal ou quoi, mais il faut pas que Powell déçoive les investisseurs. En tout cas, on a l'impression que on a des investisseurs qui retrouvent peu à peu l'appétit pour le risque. Et ce serait dommage de venir gâcher la fête, auquel cas on pourrait vraiment retomber très bas derrière. Donc pour moi, on se trouve vraiment sur un niveau très intéressant, nécessite une clôture, et si c'est bon, 50 et 61,8. En données 4 heures, deuxième élément, c'est qu'après une baisse, vous voyez, tac, 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 stabilisation. Et ça, c'est très important d'avoir une stabilisation. Donc, entre nos mèches basses et notre stabilisation à l'intérieur d'un range, et là, bon, je dirais pas un double creux parce qu'on a quand même une grosse mèche basse, mais plutôt un range. Ça fait stabilisation, consolidation, cassure par le haut. Vraiment une configuration qui plaide pour une fin de baisse et un début de rebond. Après, est-ce que c'est une reprise haussière ou un rebond technique et il faudra vendre les 50 et les 61,8? Ça, je ne sais pas. On verra plus tard. Mais en tout cas, pour l'heure, j'ai le sentiment que le marché semble mûr pour aller nous chercher un rebond. Avec un objectif théorique vers les 35 265, si on reporte ce range, ce qui constitue, d'un point de vue des Fibo, encore une fois, ce serait les 61,8. Ce serait les 61,8. Si j'arrive à les tracer correctement. Ouais, quasiment les 61,8 si on reporte la hauteur de ce range. Entre les 50 et les 61,8, et c'est globalement ce que fait le marché américain à chaque fois qu'il chute, il rebondit de 50, 61,8. Vous pouvez regarder toutes les baisses, hein. Toutes les grosses baisses, je parle, hein, que ce soit ici, c'était la même chose, ici, c'était la même chose. À chaque fois, c'est le même cirque, c'est le même cinéma, et ça, c'est vraiment un concept et une configuration que vous devez repérer. Là, c'était la même chose, et même durant le crack lié au Covid, on est parti en ligne droite, et ici, on a retracé 50 ou 61,8. Je crois que c'était les 50 sur le dos. On a fait les 50 sur le dos. Et sur le Nasdaq, on a fait les 61,8. Voilà pourquoi je m'attends à un rebond un peu plus puissant. 50, au mieux 61,8. Et ensuite, on verra ce qu'on fait. L'euro-dollar. Donc sur le Forex, honnêtement, aucun plan de trading. Aucun plan de trading, juste de la gestion de position. On ne va pas s'amuser à mettre en place des plans à droite à gauche, sachant qu'il y a quand même une volatilité qui est toujours importante, qu'on a Jérôme Powell qui va annoncer des décisions de politique monétaire. Donc on fait du trading pour rappel et pas du casino. Par conséquent, celles et ceux qui étaient vendeurs sur les 1,1370 ici, qui ont réussi à revendre sur le pullback suite au bull trap, mettez votre stop à break-even. Mettez-vous à break-even ici. Attendez, si ça casse, vous connaissez le plan, il n'a pas changé, c'est 1,1190, 1,12. Voilà. J'ai réajusté un peu ce fameux triangle ascendant. Je me suis rendu compte qu'on avait peut-être un canal. On évolue dans un canal baissier, qu'à l'intérieur de ce canal baissier, on avait une consolidation à l'intérieur d'un canal haussier. En tout cas, c'est ce que suggère l'analyse technique. Maintenant, on a toujours ce gros niveau à casser. Je reste baissier toujours sur l'euro-dollar à moyen long terme, mais j'estime qu'on peut aller chercher les 1,1180.
Après, il ne faut pas que ce soit non plus du buy the rumor et sell the news et que derrière, avec les annonces, bah, tellement c'est anticipé que l'euro reparte à la hausse. Ça aussi, c'est un scénario à prendre en compte, d'où voilà, ne pas faire n'importe quoi. Et celles et ceux qui sont rentrés sur le pullback ici, mettez votre stop à break-even. Tant pis. Si vous voulez prendre un petit TP1, pourquoi pas? Effectivement, il y avait un petit TP1 à prendre ici. Mais si ça casse, voilà, on laisse dérouler le trade et on ira chercher les 1,12, 1,11,80 en données 4 heures. Non, on est sur support. On est sur support, donc si on casse le support avant la Fed, bah, très bien. Mais s'il y a un énorme contre-pied, c'est pas du trading. Donc voilà, plutôt un ajustement, gestion de position pour celles et ceux qui ont joué la réintégration sur pullback ici. Stop loss ABE, si vous voulez prendre un TP1, pourquoi pas. Et maintenant, advienne que pourra. Mais globalement, je garde toujours ce scénario baissier, 1,1180, 1,12 pour moi sur l'euro dollar. Le NZD USD, pareil, protégez-vous, mettez votre stop à break-even. On a une belle configuration, encore une fois, sur cette paire, c'était le fameux drapeau. Mais ce serait dommage de, voilà, de se prendre un contre-pied du marché. Peut-être que certains d'entre vous ont pris un petit TP1 par ici. Effectivement, ce n'était pas interdit, même si je vise la grosse zone. Encore une fois, c'est du dollar, ça peut bouger avec la Fed. Alors, on met le stop à break-even avant Jérôme Powell, tout simplement. Comme ça, si on se fait sortir, eh bien, on verra si on peut essayer de rattraper de nouveau le NZD à la vente. Et si ça part pleine balle, eh bien, vous prenez votre TP ici directement à 65,80. Là, en données 4 heures, le stop loss à break-even, il est situé où? Ce serait bien que la même. Bon, on est au-dessus du Platen Kijun, donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ça serait bien que la MM50 retombe un peu et que le stop loss soit au-dessus de la MM50, très clairement. Mais je garde quand même ce biais baissier, cette sortie de drapeau est juste magnifique. Et derrière, il manque pas grand-chose, je trouve, pour poursuivre la dégringolade et aller chercher les 65,80. En tout cas, les 0,65,80. Donc pareil, gestion de position, Fed, on ne prend pas de risque inutile, stop loss, break-even, même configuration sur l'AUD USD, pareil, on avait un plan vendeur, un TP1 a été pris normalement. Là, ça remonte en plus. Malheureusement, elle est compliquée cette paire, elle ne veut pas accélérer sa baisse. On est sur un gros niveau et ce serait dommage encore une fois de se refaire sortir. Donc là, je vous disais, celles et ceux qui ont vendu ici sur l'étoile du soir doji ont mis leur stop à break-even par ici. Donc eux, c'est bon. Celles et ceux qui ont vendu ici, plus compliqué de mettre le stop à break-even. Bon, ce serait déjà stoppé. Logiquement, vous avez dû prendre un TP1. Je vous disais de prendre un TP1 par ici, sur ce niveau-là. Et donc de financer le stop loss, au moins une partie du stop loss. À la base, le stop loss, on l'avait placé juste au-dessus des 50. Là, mettez-le au même niveau que celles et ceux qui ont vendu ici. Au moins, vous avez pris un TP1 comme eux, mais derrière, si ça remonte, vous avez diminué votre risque et vous avez plus que financé votre stop loss. Parce qu'avec un stop loss là, si on le diminue ici, ça fait vraiment un stop loss très serré à break-even, mais il a été largement financé par la prise de TP1. Et ça, vraiment, c'est du money management et de la gestion des risques que vous devez tous adopter. Donc pour l'heure, je garde toujours ce biais baissier. Attendons de voir après la Fed. Si ça part pas et que ça réintègre, bon, bah, j'attendrai de nouveau plus haut, à savoir cette fameuse zone des 73-65. Et maintenant, si on est dans le bon sens, il n'y aura pas de TP1 de nouveau à prendre ici. Ça cassera une bonne fois pour de bon par le bas et on ira directement chercher les 0,7035. Le GBP USD, je vais quand même regarder en données de 4 heures.
Je mets bien hier le pullback, c'était propre, pullback, ça repartait, là on réintègre. Bon, on a quand même notre plaquette jaune, on est sous l'oblique, la M50 qui retombe. Vraiment, d'où l'importance de mettre ces stops, vous voyez, au-dessus de ces gros niveaux-là. Là, MM 250, on a une belle zone au-dessus du petit spike juste ici. Donc, placer vraiment son stop loss par là, c'est voilà, c'est un bon point. Si ça casse, ça ira plus haut. Maintenant, laissons faire le marché. GBP-USD, bon, on avait pris notre stop loss, malheureusement. Je vous disais que je reviendrai plus tard sur cette paire. Est-ce que certains ont tenté la divergence haussière 4 heures ici? On l'évoquait hier, effectivement, il y avait ce petit setup qui était intéressant sur zone. Petite divergence, elle a plutôt bien fonctionné. Bon, pourquoi pas? Peut-être que certains l'ont prise sur avalement. Vous voyez qu'on a retracé 50% de la baisse, divergence haussière sur avalement. Si vous êtes rentré ici, très bien. Vous prenez quelques points, mettez votre stop loss à break-even. Voilà. Je sais que l'objectif, c'est plus haut. L'objectif, c'est 1,3572. C'est par ici. Mais avec la Fed, on ne prend pas des risques inutiles, on ne reste pas en mode espoir. Si vous voulez déjà vous payer, vous avez même le droit de le faire, je pourrais comprendre. Vous êtes rentré ici, 1,3485, eh bien vous prenez quand même quasiment allez, entre 40 et 50 pips. C'est pas horrible du tout. L'objectif pour moi, c'était peut-être un peu plus haut. Mais avec la Fed, on est prudent, on adopte une bonne gestion du risque et du money management, on met à break-even. Si ça passe, tant mieux, TP ici. Si ça passe pas, au moins, aucun regret. On ne sort pas avec une perte, bien au contraire, on se fait sortir à break-even et on reviendra plus tard sur le marché. Le gold. TP1 fait, enfin. Ce fut un peu compliqué, mais c'est fait. Là, j'aime bien la sortie en plus par le haut du triangle. Je vais enlever l'Ishimoku pour que ce soit un peu plus clair, un peu plus propre. Donc là, très clairement, tout le monde met son stop à break-even. Celles et ceux qui sont rentrés ici suite à la cassure du drapeau mercredi, bon, bah, vous étiez déjà à break-even en fait. Celles et ceux qui n'ont pas pu rentrer ici, rentrer sur le pullback, voilà, vous êtes à break-even. Donc là, tout le monde est à break-even maintenant et a même pris un TP1. Donc là, voilà, il n'y a pas de perte possible, break-even des deux côtés. Je pense que j'attendrai vraiment la cassure des 1850 pour faire remonter le stop à celles et ceux qui sont rentrés ici, donc faire un stop win. Pour l'instant, on laisse tel quel. Si ça retombe et que ça fait un gros pullback sur les 1830, bon, bah, certains se font sortir, mais au moins ceux qui sont rentrés ici seront encore dedans et seront en plus en gain, car il y a déjà une prise de TP1 et un stop à break-even. Donc là, la configuration reste belle, propre. Sortie de triangle par le haut, peut-être de nouveau un fanion aussi. Auquel cas, si on est sur un joli fanion, eh bien, hop. Vous voyez, l'objectif, c'est d'aller chercher 1871. Le problème, c'est que si on casse les 1871, on ne va pas s'arrêter là, on ira bien plus haut. On ira à 1910. C'est un niveau ici, il n'y a strictement rien. Donc là, si on est bien dans un fanion, que ça casse, que ça pousse à 1870, autant vous dire que faudra aller chercher directement les 1910. Ça se présente bien. 1850, c'est une résistance intermédiaire, vous la voyez ici. Ce point bas, on a pas mal travaillé ici. Bon, là, on a traversé comme dans du beurre. Maintenant, l'oblique, toujours compliqué, savoir est-ce que je la mets ici. Je coupe un peu les mèches ou vraiment je garde cette mèche. Ce qui m'intéresse, c'est cette oblique-là aussi, éventuellement. Voilà. On est sur un niveau clé. 1850, d'où l'intérêt de prendre des bénéfices. On a un début de reprise qui me plaît bien.
Maintenant, si ce soir ça explose, qu'on pulvérise les 1850, je viserai très clairement les 1910 à moyen long terme. Voilà. Pour moi, on aura une grosse sortie de triangle et ce sera 1910 en TP1 et 1960 en TP2. Et ensuite, on verra. Mais la configuration est très belle, en tout cas sur les unités de temps inférieures, 4 heures et horaires. Voilà, on a des belles consolidations dans des figures chartistes très intéressantes. Et là, il manque pas grand-chose. Voilà, il manque pas grand-chose. Donc, on remonte les stops, on se paye. Et on espère maintenant que le marché ait suffisamment de force pour pulvériser cette résistance et aller chercher un véritable objectif qui pourrait vraiment transformer ce trade avec un excellent ratio en direction des 1910. Le Brent. Ça reste solide, le Brent, encore une fois. Il va nous faire sa sortie de range par le haut, hein. Il ne lâche rien. Le secteur pétrolier. Bon, c'est un peu limite. On est en train de casser. Hier, je vous disais, bon, on était ici, au milieu du désert. Pour moi, rien à faire. Achat en bas, vente en haut, mais risqué. Si on cassait l'eau du range, dans ce cas-là, mettre un stop loss sous la MM50, donc par ici. Avec Ishimoku, ça donne quoi? Ouais, parfait. On est sous notre plaquette jaune. Bon, pas de plan, honnêtement. Je reste haussier car la dynamique est franchement superbe. Maintenant, avec la Fed, sait-on jamais, au moins attendre la clôture daily. Voilà. On est sur un gros niveau, on est sur une sortie de range, je le reconnais en données 4 heures. Le marché a un petit peu respiré. J'aimerais qu'on break les mèches en clôture daily, en fait. Voilà. Au moins une des deux mèches. C'est bien, c'est encourageant, on casse les 89, mais je ne prendrais pas de risque de faire un plan de trading sur le pétrole sans avoir une clôture daily. Voilà. 4 heures, c'est bien, mais on est quand même sur un niveau, on est sur une zone en fait, donc il faut une belle clôture daily. Si on a une belle clôture daily, je repasserai acheteur avec le stop loss, comme je vous le disais, en dessous, pour viser 92, 93. Enfin, j'ai pas tracé mes niveaux intermédiaires. C'est vrai que j'avais la zone ici, il faudrait que je regarde en hebdomadaire pour tracer de nouveau des niveaux. Bon, là, sans se prendre la tête, on a un niveau ici, hein, c'est le plat du nuage, vous voyez. Là, le plat du Kumo, donc ça, c'est très clairement un niveau de prix à prendre en compte, sans se prendre la tête. Prolongement du plat avec ce plat-là une nouvelle fois. Donc là, sans regarder les prix, mais juste grâce à l'aide du nuage, ça nous donne un niveau à 93,50. Voilà. Vous serez peut-être TP1 à 93,50 et TP2. Seuil psychologique, 100 $. Le light. Le light, c'est la même chose. Ça se présente plutôt bien. On a fait notre pullback. Je pense qu'on est encore dans le range pour le coup. En données 4 heures. Ouais, on est encore dans le range. Pas de précipitation, donc toujours dans le range, ça consolide, même constat, c'est la même dynamique que sur le Brent, c'est la même consolidation données 4 heures, seulement que notre zone sur le Brent elle est encore au-dessus de la tête, là on avait une zone sous les pieds, donc effectivement c'est un peu mieux sur le WTI, mais même constat dans le sens où j'attendrai une bougie daily, autant sur le Brent en 4 heures on commence à sortir par le haut, autant sur le WTI, voilà. Ou encore transformer l'essai. Et donc là, même constat, pas de plan de trading pour moi aujourd'hui, tant que je n'ai pas en fait une clôture au-dessus des mèches. Voilà. Là, j'ai 3 belles mèches et je veux une belle bougie qui me fasse une clôture au-dessus de ces mèches. Et tout ça en parallèle, ça confirmerait la sortie du range 4 heures. Le BTC,
Ça reprend de la hauteur, c'est un petit peu mou globalement. Pareil, là, j'attends la Fed, voir la réaction des crypto-monnaies après la Fed. Je sais qu'on avait mis un plan de trading sur l'Ethereum, je crois, et pas sur le BTC. On avait quand même une configuration intéressante. Voilà, on a fait les 50%. Donc là, on a atteint l'objectif majeur de la divergence, c'était 50%. Donc, couplé avec MM50. Je préférais la configuration sur l'Ethereum. Ce niveau ne correspond pas à grand-chose. Ce serait propre techniquement qu'on aille chercher les 41 000, qu'on revienne taper notre oblique baissière. Donc là, un objectif de court terme a été atteint. 50% de retracement de notre divergence de la dernière vague de hausse. Ça correspond à rien comme niveau. Voilà pourquoi je visais quand même un peu plus haut. Maintenant, je ne sais pas d'où elle sort cette oblique. On a des beaux volumes, toujours des beaux volumes, belle mèche. Sentiment qu'on a un assèchement des vendeurs, comme je vous le disais, à cause des volumes, de cette énorme mèche et que ça clôture vert. Voilà pourquoi je pensais que, enfin, en tout cas, j'estime que le BTC est mûr pour rebondir, juste rebondir. Maintenant, toute la difficulté réside encore une fois dans savoir si c'est un rebond technique ou si c'est un début de reprise haussière. Pour cela, on attendra qu'on casse une résistance. Pour l'heure, on n'a jamais réussi à casser une résistance clé sur le BTC. On est venu taper un niveau de support intermédiaire, 33 850. On a une résistance, effectivement, ok, finalement, les 50%, ça peut correspondre à une résistance intermédiaire ici, mais c'est pas un gros niveau. Pour moi, c'est pas une résistance clé. La résistance clé, déjà, ce serait de casser notre oblique, ce serait déjà un très bon point, et ensuite les 41 000. Et là, potentiellement, on pourra commencer à s'intéresser à chercher des achats sur le BTC. Sauf pour celles et ceux qui ont tenté des achats sur la divergence. En données weekly, bon, rien de bien croustillant, je trouve. Le scénario de range. Si on n'arrive pas à casser les 41 000, je viserai les 30 000 en fait. Pour l'instant, je verrai bien un rebond à court terme. Mais si une nouvelle fois on est maintenu sur une résistance et que les vendeurs remettent un coup de collier, bon, bah, on partira vraiment dans un scénario de range. Actuellement, c'est le cas. Ce serait très propre techniquement qu'on vienne nous faire un petit excès par ici. Et qu'on se fasse une frayeur. Hein. Comme je vous le disais, on a un gap sur les futurs hebdomadaires. Et voilà pourquoi ce scénario de range est beau, mais semble trop facile. Tout le monde attend, tout le monde est en stress ici sur les 30 000. Et ça pourrait vraiment panic sell si on casse les 30 000 et qu'on vienne juste fermer le gap et que ça liquide tout le monde dans la panique et que derrière on réintègre. Ça, c'est vraiment un scénario que je surveille avec sur le BTC vraiment en Bitcoin sur le futur parce que c'est un scénario voilà, de piège baissier, un cas d'école. Vraiment un cas d'école. Donc si on casse les 41 000 et que ça repart, bon, je mettrai de côté ce scénario, mais si ça tient pas et qu'on arrive sur les 30 000, je me montrerai très très prudent pour payer ce niveau en me disant attention, il y a le gap ici, on peut se faire peur, on peut s'amuser à se faire peur, sortir tout le monde et réintégrer sur grosse mèche et au final partir dans un range. Donc vraiment garder en tête ce scénario aussi, car il ne faut vraiment pas exclure cette hypothèse-là. L'Ethereum, on avait mis en place un plan de trading sur l'Ethereum pour le coup, on donnait 4 heures, j'aimais beaucoup la divergence. Le seul bémol, je vous disais, c'était qu'elle soit validée sous une résistance, mais j'aimais beaucoup la mèche basse, le marteau. Donc, celles et ceux qui sont rentrés par ici, vous êtes en gain maintenant. Avant la Fed, à vous de voir. Soit vous acceptez votre perte, si ça retombe, soit étant donné qu'on est quand même dans une séance flux,
pouvez mettre votre stop loss à break-even. Voilà, et aller chercher les 50. Alors, prendre un TP1 à 50. Et si on casse cette résistance, pour le coup, voilà pourquoi je préfère l'Ethereum quand même. Car le BTC, on est quand même loin de la résistance. Là, on a une belle résistance. Et si on casse, on peut aller chercher le 2875. Donc, plan de trading, toujours en place. Effectivement, le marteau ici, avec les énormes volumes, je trouve pour moi, ça envoyait quand même un signal assez fort. Là, il ne manque pas grand-chose. Donc, à vous de voir. Soit vous mettez votre stop à break-even avant la Fed. Pour l'instant, attendons de voir si dans l'après-midi on parvient à casser cette résistance. Si ça casse, tant mieux. Et si juste avant la Fed on est ici, mettez votre stop loss à break-even. Voilà, si vous n'avez pas envie de perdre. Par contre, s'il y a beaucoup de volatilité, effectivement, on peut avoir une amplitude, ça retombe et derrière ça repart. À vous de voir. Encore, tout dépend de votre position et de la gestion du risque que vous avez pris sur ce trade. Mais pour l'heure, bon, j'aime beaucoup vraiment cette dynamique, il manque pas grand chose et je pense que l'Ethereum pourrait aller taper les 2875, faire les 50%, on garde un reliquat et derrière on garde le plus loin possible. Voilà, si ça retombe, tant pis. Mais là, je me dis, si les cryptos doivent repartir et que vous prenez 50% et que vous gardez un petit reliquat et que ça doit repartir fort, ça peut vraiment vous faire un très bon trade ou un super investissement sur l'Ethereum. Pour l'instant, on est quand même très éloigné de la Tenkan. On peut aller taper notre Tenkan dans un premier temps, mais il ne manque pas grand-chose. Données horaires. Non. Si certains y voient une épaule, tête épaule inversée, je la trouve vraiment pas jolie. Bon, niveau clé, résistance, si on la break, eh bien là, pour sûr, on met le stop à break-even et on laisse dérouler le trade ou l'investissement pour aller chercher nos 50%. Ici, TP1 et derrière, on garde un bon reliquat dans l'espoir que le marché reparte enfin pour aller chercher un peu plus haut. Donc, affaire à suivre après la Fed. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents, surveillez votre exposition au dollar. Ne soyez pas investis partout juste avant la Fed, bien au contraire. Soyez dans de la gestion de position et du money management. On fera le point comme ça. Ça nous permettra derrière de faire le point sur nos positions demain. Globalement, j'estime que là, nos investissements et nos trades sont protégés. Donc, ne faites pas de bêtises et je vous dis rendez-vous demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.